Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ruralité contemporaine. Collection, patrimoine et société. Dirigé par Catherine Ballet, Elisabeth Caillet, Françoise Dubost, Dominique Poulot. PATRIMONINES et Société. Présente des travaux en sciences humaines qui explorent les dimensions sociales du patrimoine dans les sociétés contemporaines. A cet intérêt pour l'héritage artistique, culturel, scientifique et naturel, la collection associe la réflexion sur la création contemporaine. Patrimoine de demain. Déjà paru. Catherine Ballet, Elisabeth Clavé, Viviane Huchard, Dominique Poulot dire Public et projet culturel, un enjeu des musées en Europe, 2000. Corinne Welger-Barbosa, Le patrimoine à l'ère du document numérique, 2001. Jean-Michel Taubellem dire Politique et musées, 2002. Elisabeth Caillet, Catherine Perret dire L'art contemporain et son exposition, 1 et 2, 2003. Christelle Neveu, Le mur de l'Atlantique, vers une valorisation patrimoniale, 2003. Elisabeth Caillet, Odile Coppet, Stratégie pour l'action culturelle, 2004. Catherine Cuenca, Yves Thomas, Catherine Ballet dire Le patrimoine scientifique et technique contemporain, 2005. Jean-Jacques Ezrati, Claire Merleau-Ponty, L'exposition, théorie et pratique, 2005. Véronique Charletti, Itinéraire d'un musée. Le Heimat Museum, 2005. Bernard Deloche, La nouvelle culture, 2007. Elisabeth Caillet, Accompagner les publics, 2007. André Desvallées, Quai Branly, Miroir aux Alouettes, 2008. Anne-Solène Roland, Anna Mourauskaya, dire Les musées de la nation. Création, transposition, renouveau, 2008. Anne-Solène Roland, Anna Mourauskaya, dire De nouveaux modèles de musées. Forme et enjeux des créations et rénovations des musées en Europe, 2008. Haute Porceda, Musées et développement durable, les Muséums Nature de Montréal, 2009. Alain Berestetsky, Petit hymne, précis de culture scientifique, 2009. En couverture, photo d'Alain Bertrand. Photo primée lors du concours organisé en 2006 par le Syndicat des énergies renouvelables, avec son aimable autorisation. Direction et coordination de l'ouvrage. Direction de l'ouvrage. Rolande Bonin-Dulon. Jacques Cloarec. Françoise Dubost. Suivi éditorial. Catherine Ballet. Françoise Dubost. Conception graphique. Joël Leblond. Conception et réalisation de l'ouvrage. Alexandra Ballet. Relecture des textes. Catherine Ballet. Rolande Bonin-Dulon. Jacques Cloarec. Françoise Dubost. Nicole Felouza. Lieu d'accueil du séminaire, Ruralité contemporaine. École des hautes études en sciences sociales. Les auteurs. Pierre Alfandéry est sociologue, chercheur au SADAPT-INRA. Après avoir travaillé longtemps sur les transformations de l'agriculture française et ses rapports avec l'espace rural, il s'est centré sur les questions environnementales. Ses recherches portent aujourd'hui sur l'élaboration et la mise en œuvre des actions publiques européennes, nationales, locales concernant la biodiversité. Parallèlement, il poursuit son travail sur l'espace rural français confronté à l'effacement des paysans et au renouvellement des populations. pierre.alfandry@wanadoo.fr. Martin Berg est ethnologue, chargé de mission au Conseil général du Lot et chercheur associé au Centre Edgar Morin, EHESS. Les manières d'habiter, de jardiner ou de voisiner, les liens entre société et territoire, ou encore la société paysanne d'avant-guerre et ses croyances constituent ses principaux sujets de recherche qui, pour certains, donnent lieu à exposition au musée de plein air de Cusal. martin.berg@cg46.fr. Sophie Bobet est anthropologue, chercheur associée au Centre Edgar Morin, EHESS. Elle s'est spécialisée dans l'étude des modalités de gestion environnementale en France et en Espagne.
Ses recherches portent également sur les processus de construction de l'identité locale, les nouveaux usages du patrimoine ainsi que les réseaux de sociabilité et de solidarité en milieu rural. sbob@hotmail.fr. Roland Bonnaindulon est ethnologue, maître de conférences au Centre de recherches historiques, EHESS. Spécialiste dans le domaine de l'anthropologie historique, elle a écrit de nombreux articles sur la dynamique de la famille et sur la reproduction sociale dans le sud-ouest de la France. Parallèlement, elle a travaillé sur l'alimentation et la gastronomie ainsi que sur les collectionneurs d'art premiers. roland.dulon@gmail.com. Aline Brochot est géographe, ingénieure de recherche au LADIS, CNRS Paris 1. De la caractérisation des espaces ruraux à l'analyse des représentations, des pratiques du patrimoine et des cultures régionales, ses travaux l'ont progressivement orientée vers l'analyse des modes de construction de la valeur des lieux. Elle tente en particulier d'explorer les modalités de la relation qu'entretiennent les individus et les sociétés locales avec leur lieu de vie, lorsque celui-ci est désigné comme lieu de valeur. abrochot@univ-paris1.fr. Jacques Cloarec est sociologue, maître de conférences au Centre Edgar Morin, EHESS. Ses premiers travaux au Centre de sociologie rurale ont porté sur les transformations de l'agriculture dans les années 1960 à 1990 et leur impact sur les paysages ruraux. Depuis, il s'attache à étudier dans le contexte de la crise environnementale actuelle pourquoi et comment le paysage est devenu en France un objet sensible jusqu'à s'imposer comme question culturelle et politique. jacques.cloarec@wanadoo.fr. Françoise Dubost est sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS. De la maison rurale au pavillon de banlieue, du jardin au paysage, les multiples façons d'habiter, d'aménager l'espace et de composer avec le milieu naturel sont le principal objet de ses enquêtes de terrain et études historiques. dubost.françoise75@gmail.com. Bernadette Liset est ethnologue, directrice de recherche à l'UMR Éco-anthropologie et ethnobiologie CNRS, Muséum national d'histoire naturelle. À la croisée des faits biologiques et sociaux, entre nature et société, ses objets privilégiés sont le paysage et la relation à l'animal. liset@mnhn.fr. Martine Perrault est chercheure au Centre Edgar Morin, CNRS, EHESS. Formée à la fois à l'ethnologie et à la sociologie, elle s'est intéressée ces dernières années à la culture matérielle et à la vie quotidienne dans une perspective d'emprunt et de circulation culturelle. perrault@es.fr. Martin de la Soudière est ethnologue au Centre Edgar Morin, CNRS EHESS. Il a mené toutes ses recherches dans les zones françaises de moyenne montagne, Lozère, Cantal et Ardèche, mais aussi Jura et Pyrénées. Ces enquêtes ont donné lieu à de nombreuses publications sur le thème de l'hiver, des cueillettes, des chemins et lignes secondaires, des histoires de vie dans un village. soudière@es.fr. Michel Streith est anthropologue au LADIS CNRS, Paris 1. Il analyse le développement des agricultures alternatives, agriculture paysanne, biologique, fermière et durable, en Europe centrale et occidentale. michel.streit@yahoo.fr. Le séminaire Ruralité contemporaine, Pyrénées 1993. Aubrac 2004, Alsace 2007, Champagne 2009. Introduction. Les études rurales en France sont nées de publications fondatrices et se sont développées au sein d'institutions de recherche, en formant des écoles de pensée. Les travaux précurseurs d'historiens Marc Bloch, Fernand Braudel, l'essor d'une école française de géographie Paul Vidal de la Blache, Roger Dion, avec les grandes thèses de géographie régionale et de géographie humaine Raoul Blanchard, Albert de Mangeon, l'ethnologie dégagée du folklorisme Georges-Henri Rivière, Lucien Bernot, René Blancard, Laurence Willy. La sociologie n'est pas encore entrée dans le champ. Une déjà longue histoire. La naissance du CNRS, 1945, puis de la 6e section de l'EPHE, 1947-1, crée les conditions de l'essor et du déploiement thématique des disciplines des sciences sociales et notamment de l'ethnologie et de la sociologie, qui ne font l'objet d'un cursus universitaire qu'au début des années 1960.
C'est dans ce double contexte que le thème du rural devient au même titre que la famille, l'éducation, l'urbanisme, la religion et le travail, un domaine universitaire et un champ d'études spécifiques des sciences sociales et de leurs principales disciplines: histoire, économie, géographie, sociologie, ethnologie. Les recherches ruralistes se multiplient sous la forme de pôles formant écoles. En sociologie, un groupe du CNRS se constitue à Paris 10 Nanterre, un autre à la 6e section de l'EPHE, toujours à l'EPHE en ethnologie et en histoire, à la Sorbonne en géographie et à l'INRA en économie. Dans ces mêmes années 1960-1970, sont menées, sous l'égide du CNRS et de la DGRST2, de grandes enquêtes collectives pluridisciplinaires en région. Plozévet, l'Aubrac et le Châtillonnais, les Baronnies des Pyrénées, la Corse. L'approche, par des disciplines différentes, d'un même objet, devait permettre d'en appréhender les multiples facettes. Deux autres faits contribuent à structurer le champ au cours de ces décades. La création en 1961, à l'EPH 6e section, de la revue Études rurales à vocation pluridisciplinaire, la fondation en 1974, sous l'impulsion d'Isaac Chiva, Bernard Kayser et Henri Mandra, de l'Association des ruralistes français, ARF, dont l'originalité était d'associer chercheurs et praticiens du rural. Cette construction d'un champ de recherche ruraliste et son épanouissement ont largement contribué à l'analyse et à la description des grandes mutations de l'agriculture et du monde rural, ainsi que de leurs effets sociaux et culturels, au cours de cette période qu'il est convenu d'appeler les 30 Glorieuses. Dès le début des années 1980, l'avènement d'un modèle productiviste, piloté par une cogestion entre l'État, loi de 1960 et 1962, et les organisations professionnelles agricoles, OPA, dans le cadre d'un marché agricole européen régulé, connaît ses premières crises et ses limites. Fort endettement des agriculteurs, période de surproduction et de baisse des prix des produits, appauvrissement et marginalisation des apostrophes. Une petite agriculture déclarée non rentable. Les États généraux de l'agriculture organisés en 1982, qui seront suivis dans les provinces par une équipe de chercheurs, permettent l'expression du malaise des laissés-pour-compte de la modernisation. Divers courants syndicaux minoritaires chez les agriculteurs, aussi bien que les tenants d'une agriculture biologique et les mouvements écologistes jusque-là peu audibles, critiquent les aspects néfastes de ce modèle: appauvrissement des sols, pollution des eaux par l'usage massif d'engrais et produits phytosanitaires, et prônent des pratiques alternatives. Cette crise du modèle agricole productiviste exerce également son effet sur la communauté des chercheurs ruralistes, qui réalisent avoir d'une certaine manière davantage accompagné ce processus que l'avoir questionné. Tout se passe comme si les chercheurs s'étaient enfermés dans la sphère sociale de leur objet d'étude, auquel ne s'appliquaient plus des problématiques généralistes mais des questionnements endogènes. Par exemple, ils n'ont pas pris suffisamment en compte un fait essentiel issu du processus de modernisation. L'agriculture devenait minoritaire démographiquement et même économiquement dans un monde rural nouveau dont elle n'était plus l'élément structurant. C'est pour procéder à une analyse et à un bilan des études rurales que plusieurs anciens présidents de l'Association des ruralistes français ont pris en 1986 l'initiative d'organiser des groupes de travail qui ont préparé une table ronde de réflexion et de discussion sous l'égide de l'ARF. Celle-ci s'est tenue à Gif-sur-Yvette sous le titre « Les études rurales sont-elles en crise ?». Ce bilan critique a permis d'une part, de valider l'ampleur des recherches menées et des connaissances accumulées au cours du quart de siècle précédent, dans les différentes disciplines des sciences sociales. D'autre part, de mettre en évidence le risque de dérive vers des recherches induites par la familiarité avec le terrain et ses acteurs, dans un milieu rural considéré comme une société en soi, dans la société englobante, plutôt que construite sur un questionnement sociétal, appliqué à un terrain spécifique où le social ne peut s'analyser indépendamment du territoire. Naissance du séminaire Ruralité contemporaine. Dès 1987, quelques enseignants-chercheurs de l'EHESS prennent le relais de ces réflexions en créant un séminaire intitulé « Séminaire interdisciplinaire de recherche sur les sociétés rurales ». Ce séminaire mensuel s'est voulu dès l'origine un carrefour d'échanges et de discussions entre chercheurs, ouvert aux doctorants et au public. Il traite systématiquement de recherches en cours ou récemment publiées. Y sont abordés les nouveaux questionnements formulés par la recherche ruraliste.
la recomposition démographique des campagnes, les nouveaux usages du territoire rural et les conflits d'usage, les modes d'articulation de l'urbain et du rural, la production des terroirs et la patrimonialisation des territoires ruraux, le paysage non plus comme seule image d'une campagne assimilée à la nature, source d'inspiration artistique, mais comme un objet culturel dans la société, les questions environnementales et leur impact, la gestion des espaces naturels protégés par une réglementation, parcs naturels nationaux, ZNIEFF3, Natura 2000, ou par la recherche d'une gouvernance vertueuse dans le cas des parcs naturels régionaux, la biodiversité à l'heure des organismes génétiquement modifiés, OGM. Sous son actuel intitulé « Ruralité contemporaine », ce séminaire est ainsi devenu un lieu de rendez-vous régulier pour des dizaines de chercheurs, étudiants ruralistes et acteurs du monde rural. Son collectif animateur s'est vite élargi à des chercheurs de plusieurs institutions 4. Nous avons toujours donné une grande place à l'enquête de terrain, chacun de nous privilégiant cette méthode et cette pratique. Valoriser le cumul des connaissances a été notre constante préoccupation. C'est pourquoi nous avons pris soin d'établir des bibliographies pour chaque séance et avons régulièrement invité de grands témoins, en leur consacrant une séance entière 5. C'est de cette vingtaine d'années d'activité et de réflexion collective que veut rendre compte le présent ouvrage. Les contributions réunies ici ne visent pas à représenter tous les thèmes traités par le séminaire. Ils sont l'illustration de nos intérêts actuels et des recherches en cours, comme nous l'avons toujours fait, avec la volonté de contribuer ainsi à une veille scientifique dans le domaine rural. Il est important de souligner que l'École des hautes études en sciences sociales a toujours été un lieu de liberté de proposition et de liberté de ton. Son principe de fonctionnement sous la forme de séminaires ouverts et sa pratique constante de l'échange pluridisciplinaire ont représenté un lieu d'accueil idéal. Rolande Bonin-Dulon, Jacques Cloarec, Françoise Dubost, Rolande Bonin-Dulon. Le petit cahier bleu. Transmission Esperluette. Pratique culturelle. Dans la cuisine provençale. Le succès de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, publié chez Albin Michel, la vogue des livres d'histoire sur les manières de manger et de célébrer ont prouvé amplement que le patrimoine culinaire est un volet du patrimoine culturel. À ce titre, il fait partie de l'héritage d'un groupe localisé, au contexte géographique et social défini, à un moment précis de son histoire. Bien couvert aux innovations, le patrimoine culinaire n'en maintient pas moins des traditions dans le choix des ingrédients et des préparations, des techniques et des associations de saveurs qui permettent au groupe de réaffirmer son identité. On le dit ancestral et immuable, d'essence populaire et rurale. Serait-ce des idées reçues ? Et comment se passe la transmission de cet héritage et quelles sont les pratiques concrètes qui en résultent ? La découverte d'un manuscrit trouvé à l'occasion d'un vide-grenier non loin de Mandelieu, Alpes-Maritimes, a été l'occasion d'essayer de répondre à ces questions. Le petit cahier bleu. La trouvaille consistait en un petit cahier manuscrit, de fabrication domestique, qui comportait 127 recettes de cuisine consignées sur 24 feuilles de papier jauni 30 par 19 cm, sans filigrane, réunies, pliées en deux de façon à composer 84 pages écrites recto verso et cousues ensemble. Au cours du temps, la couverture avait été renforcée avec un papier bleu, du type de celui utilisé pour emballer des marchandises ou couvrir les étagères. Il n'y avait ni titre général, ni table des matières, ni date, ni nom de propriétaire. Seul un patronyme Perrier était gribouillé sur le renfort de la pliure. Malgré l'usage fréquent que dénotait sa patine, surtout au milieu du feuillet, là où l'on tournait la page, ce manuscrit était en bon état, sans tache d'eau et de graisse, ce qui montrait qu'il n'avait pas séjourné sur quelque table de cuisine. Si on pouvait aisément deviner les raisons pour lesquelles il était arrivé dans ce vide-grenier, son obsolescence aux yeux de ses propriétaires actuels, son côté non pratique ou plus probable, l'extinction de la lignée qui le possédait, les questions que ce petit cahier étaient nombreuses et ne se résumaient pas au quand, pourquoi, par qui et pour qui, autrement dit elles renvoyaient au rapport entre l'écrit et l'oral et les moments de l'éducation avec ses transmetteurs et ses récepteurs. Il s'agissait de la fabrication-adoption des normes, de l'identité géographique et sociale des codificateurs,
de la constitution et prise en compte des goûts régionaux et de l'émergence ou de la confirmation de l'existence d'une cuisine régionale dont les auteurs s'accordent pour dire qu'elle ne s'est diffusée par l'écrit que tardivement au cours du XIXe siècle. 6. Dater la confection du cahier. Préciser l'époque de la rédaction du cahier se révélait indispensable pour donner un éclairage sur les conditions matérielles de sa confection et de son usage ultérieur, l'écriture cursive indiquant un usage individuel. Les mesures données dans les textes étaient encore celles de l'Ancien Régime sauf pour les liquides. Les recettes de roast-beef et de beefsteak montraient que les progrès qualitatifs de l'élevage bovin avec l'introduction des cultures fourragères et sa spécialisation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle s'étaient diffusés. Les dernières pages indiquaient comment dresser la table selon le service à la française, où pour le premier service, les assiettes contenant les mets sont déjà placées sur la table à l'arrivée des convives, et où l'on ne se sert que de ce qui est à votre proximité. Ce type de service qui avait atteint le comble du raffinement au XVIIIe siècle avec ses 4 ou 5 séquences, allait être progressivement remplacé par les services à la russe dans la première moitié du XIXe siècle, où le même plat est présenté successivement aux convives dans un ordre prescrit par l'étiquette. Cependant, à la différence du nord de la France, le midi était resté attaché plus longtemps à l'ancien service tout en le simplifiant. 7. Ce que montrait le petit cahier, les relevés, plats qui remplaçaient les hors-d'œuvre sur la table, et les entremets, autrement dit la plupart des légumes, n'étaient plus mentionnés même si les grands principes classiques de l'ordre et de la symétrie étaient respectés. L'existence de la recette d'un poulet maringo, sikh, et de celle d'un gigot à la Bonaparte comme la proposition des 2 services, n'était pas en faveur d'une rédaction antérieure à 1800 ni postérieure au Second Empire. En outre, la forme de l'écriture, style choisi et matériaux de la plume, suggérait plutôt le début de la monarchie de Juillet 8. Service à la française. Un cahier utile avant tout. Que proposait le cahier 9 ? Des recettes, des classifications d'aliments selon les services et des façons de mettre la table pour des repas auxquels des convives extérieurs à la maisonnée, soit 6 à 8 personnes en tout, pouvaient assister. De quelle cuisine et de quel plat s'agissait-il ? Précédées par une énumération de hors-d'œuvre d'office 10 et de hors-d'œuvre de cuisine, les recettes couvraient tout l'éventail des préparations. Bouillon et bouilli 1, sauce 11, entrée à base de veau 9, d'agneau 9, de poulet 4, de bœuf 10, d'abat 2, d'euros, comme du gibier 9, du poisson 12, du porc 4, une recette de petits pois, des pâtés et leurs garnitures 11, de la pâtisserie 7, des crèmes 12, des beignets et de la pâte à choux 6, des fruits au sirop, de gelée douce, des légumes 7, des macaronis 2 et une recette à base de pommes de terre. L'importance donnée aux légumes et aux plats sucrés suggérait fortement un usager féminin. Quant à la cuisine proprement dite, les plats étaient de confection relativement facile, à la bourgeoise comme le bœuf à la mode ou le foie de veau à la ménagère, les fritures élémentaires, les plats assemblés simplement ne nécessitant ni un chef confirmé ni une importante brigade en cuisine. À qui s'adressait ce cahier ? Rappelons que parmi les domestiques, le cuisinier ou la cuisinière étaient les mieux payés et que pour ce personnel travaillant à partir d'un savoir empirique acquis oralement et par la vue, il n'était nul besoin d'un livre 11. Toutefois, pour la maîtresse de maison, un cahier manuscrit pouvait servir d'aide-mémoire pour des recettes familiales éprouvées ou nouvelles sinon inédites qui plaisaient. Cette maîtresse de maison, on peut la définir socialement par le choix des ingrédients et aussi par l'absence de certaines préparations. C'était une personne alphabétisée, habitant une ville ou sa proximité sans problème d'approvisionnement, tout en étant tributaire du marché, avec des goûts raffinés et des moyens certains, le filet de bœuf, le ragoût de truffe, les petits pois, la mayonnaise. Elle ne s'embarrassait pas de recettes de plats locaux bien connus dans le Midi comme la daube de sanglier ou communs comme le lapin et les plats d'œufs. Le choix du fond de cuisson n'était pas neutre socialement. On trouve très souvent du beurre dans les recettes et même la bouillabaisse se fait au beurre. Ces choix signent la cuisine des élites. C'est aussi une personne qui doit recevoir en tenant son rang, tout en étant encore inexpérimentée. Pourtant, il nous faut émettre des réserves. La lectrice n'avait pas accès aux produits de la chasse aristocratique comme le cerf, la biche ou le chevreuil. La confection du cahier est ordonnée, pagination, numérotation des textes et renvois multiples. Les recettes simples et concrètes, présentées selon les services, les termes trop techniques expliqués,
mettez sur une table ou tour à pâte 1,5 livre de farine, pratiquez au milieu un trou qu'on appelle fontaine. En témoignent aussi les notes pratiques. On peut faire en passant le bouillon au tamis toutes sortes de potages, on fait bouillir et jeter toutes sortes de pâtes comme pâte de gêne, semoule, vermicelle et riz, ou explicative. Les mets préparés ne doivent pas simplement être bons, ils doivent être appétissants. On insiste sur la présentation des timbales et pâtés qui ont à rester décoratifs une fois démoulés. L'écriture du cahier, remarquablement uniforme sauf pour le bas des pages où l'on sent la fatigue du ou de la scribe, montre qu'il s'agit d'une dictée continue, répondant à une demande précise, à preuve les trop nombreuses fautes dues à un accent local, ici vraisemblablement méridional, bien que le cahier ait été rédigé en français. Les dés s'écrivent dets, le poireau, poreau, l'oignon, oignon. L'orthographe est fantaisiste en particulier pour les termes étrangers. Ainsi le Kirsch s'orthographie Kirsvarer. Corroborant notre hypothèse en faveur d'une dictée, quelques rares omissions dans la construction des phrases et l'oubli de la farine dans la recette du gâteau de Savoie ont été relevés. Soin, méthode, rigueur, dans quel cadre et à quelle occasion s'est effectuée la confection du cahier ? L'éducation d'une jeune bourgeoise. Au siècle des Lumières, les parents de la noblesse et de la bonne bourgeoisie sont plus attentifs qu'au siècle précédent à l'éducation de leurs filles, et tout ce que nous avons relevé jusqu'ici indique que le cahier était destiné à une jeune bourgeoise. Certes, la femme est vouée aux tâches de reproduction, d'entretien et de transmission des us et coutumes familiaux, et l'éducation religieuse reste prioritaire. La jeune fille doit œuvrer à son salut, acquérir des savoirs utiles directement liés à la maisonnée et s'initier aux rapports sociaux qu'exige son état. Si donc, ce n'est pas une mère de famille qui dicte un certain nombre de règles et de recettes indispensables à la future vie de maîtresse de maison qui attend sa fille, c'est peut-être une maîtresse de pensionnat 13 qui est née à l'origine et pas de n'importe quel établissement. Aux filles pauvres, la couture voire la dentelle dans les petites écoles, aux filles plus aisées, la pension dans des institutions tenues par des religieuses où les parents achètent l'enseignement de leurs filles à des professeurs ou des maîtresses venues de la ville et rémunérées directement par eux. Les pensionnaires peuvent ainsi poursuivre les apprentissages familiaux 14. Quand elles sortent de ces établissements, les jeunes filles sont aptes à gérer correctement leur maison. Après la Révolution, s'opère un transfert du religieux au privé en ce qui concerne l'enseignement. Ainsi, en 1812, on comptait 15 établissements d'éducation privée dans les Bouches-du-Rhône, 24 dans le Var, 5 dans les Alpes-Maritimes. Une lettre d'obédience suffit alors pour ouvrir une école. Celle à qui était destiné le livret a peut-être été élevée dans un de ces établissements où elle a appris comment se conduire lors des réunions festives, ou, tout en tenant compte des possibilités du terroir, des goûts régionaux, perçus comme des préférences collectives et des traditions. Ici il s'agit de modèles bourgeois, du bon goût, il faut s'ouvrir aux nouveautés. À la maison comme à la pension, il s'agit bien de transmission de normes 15. Pourquoi dicter ? Le livre de cuisine classique était rare et cher et le livre de recettes régionales venait seulement de naître 16. Adapté au milieu social de son utilisatrice, le cahier devait l'être aux ressources disponibles du lieu. De quelle région s'agissait-il ? Le terroir. En parcourant les recettes, on voit qu'elles mettent en œuvre les produits d'une région d'élevage ovin où les truffes sont abondantes, où l'on consomme à la fois des cardes, du poisson de mer comme le pagel et du gibier à plumes, sarcelles, pluviers, bécasses. La Provence s'imposait donc. Déduction confirmée par le terme pomme d'amour 17 pour les tomates, par la forme occitane bérigoule pour une préparation d'artichauts grillés. Le bar y est appelé loup, l'Abrax lupus, la caviote désigne une sorte de surmulet. On y relève l'existence d'une matelote appelée Catigo 18. On trouve aussi bon nombre de provincialismes dont l'utilisation du substantif bouille pour bouillon au sens de bouillonnement, sans compter les particularités en matière d'alimentation reconnues aux Provençaux à cette époque comme le goût pour les anchois, les macaronis, la préférence bien connue des contemporains pour l'agneau et le mouton. En somme, le cahier n'aurait pas quitté sa région d'origine. Était-il pour autant représentatif de la cuisine pratiquée au début de la monarchie de Juillet, entre Rhône et Var ? La cuisine provençale.
Au XVIIIe siècle sont réputés au-delà de leur terroir d'origine et sont exportés les produits provençaux qui peuvent résister aux aléas du voyage. Il s'agit essentiellement de l'huile d'olive, des anchois, du thon mariné, des olives, des capres. Peu connue avant la Révolution, la tomate ne devient abondante à la Halle de Paris qu'en 1804-19. Au XIXe siècle, la capitale va même disposer d'épiceries spécialisées dans les quartiers à la mode comme le boulevard des Capucines ou à clientèle aisée comme le faubourg Saint-Germain-Vin. Distinguait-on pour autant la cuisine provençale d'un point de vue extérieur ? Les appellations de préparation qui renvoient au local apparaissent seulement au XVIIIe siècle. Parmi ces métonymies, à la provençale distinguaient des plats utilisant des olives, des anchois, des capres, de l'huile comme fond de cuisson dominant, plus tard au début du XIXe siècle, ceux incorporant des aliacées, des fines herbes, des agrumes. En 1815, la morue à la provençale proposée chez Véry et chez Beauvilliers n'est plus comme dans les ouvrages de Marin et Menon 21, du poisson sauté avec de la chapelure et de l'ail, c'est de la brandade 22. Cependant, dans la première partie du XIXe siècle, la reconnaissance de l'excellence de produits particuliers et de goûts spécifiques appréciés par l'extérieur ne veut pas dire pour autant que les préparations en usage dans une région donnée soient reconnues comme un corpus autonome attaché à la particularité du lieu 23. Ce sentiment ne s'exprime qu'au moment du nouveau découpage administratif de la France avec l'expression des diversités locales au rang desquelles la cuisine et les spécialités régionales se dégagent des milieux géographiques et sociaux où elles étaient plongées, émergent comme signe distinctif de la localité, deviennent un élément remarquable de la nation dans sa diversité et dans ses représentations. 24. Signe d'une telle prise de conscience, tout au long du XIXe siècle, le nombre croissant de livres de recettes locales qui assurent la visibilité de tel ou tel type de cuisine ainsi que de l'art du cuisinier qui les rédige. Après un livre alsacien paru en 1811, 2 livres sur la cuisine du Midi vont voir le jour. Il s'agit du cuisinier Durand 25, paru à Nîmes en 1830 et du cuisinier méridional publié à Avignon en 1835-26. Attardons-nous sur le premier en raison de son considérable succès 27. Son auteur Charles Durand, né à Alès, Gard en 1766, entre à l'âge de 13 ans au service de l'évêque du lieu puis du prélat de Nîmes. Il se rend à Marseille et à Toulon pour travailler dans des maisons aristocratiques jusqu'à la Révolution, et devient ensuite un restaurateur de bonne renommée. Dans la préface de son ouvrage, il explique que fort de ses 50 années d'expérience, il veut composer ce livre dans un but bien précis, celui de la diffusion d'un savoir technique autant que localisé 28. Le Midi attend un ouvrage, il paraît enfin, mais loin de se restreindre aux nécessités locales, il s'étend au contraire à celles des autres pays, de sorte que le Nord pourra également en profiter. Durand affirme qu'il n'est pas question pour lui de rajouter un titre à la liste des ouvrages voués à la cuisine, genre en vogue au XVIIIe siècle, presque tous composés par des professionnels attachés à de grandes maisons et au fait des usages de la cour et de la capitale. En réalité, il s'agit sous le couvert de partager des connaissances avec ses compatriotes du sud de la France d'affirmer que loin des cuisines parisiennes, il existe des préparations où se distingue autant le savoir-faire du cuisinier et sa compétence que l'excellence des produits mis en œuvre. Recette provençale. En quoi cet ouvrage est-il méridional ? Quels sont ses produits locaux, ses associations de saveurs, ces plats qui affichent un rapport étroit avec le terroir, dans lesquels ses lecteurs se reconnaîtront, façon de faire, méthode, goût spécifique, et qui devraient assurer le succès de l'ouvrage ? Des particularités de la cuisine entre Nîmes et Toulon. Tout d'abord, remarquons qu'il y a relativement très peu de plats dits emblématiques pour nous aujourd'hui, dans l'ensemble des plats proposés. Serait-ce parce que ces plats, considérés par nous comme typiques et même stéréotypiques, à l'exemple de la choucroute en Alsace, relèvent trop d'une origine paysanne ou populaire et sont transmis oralement au sein du foyer familial ? Ils n'auraient donc pas besoin d'être cités ou expliqués. Reportons-nous alors sur ceux dont l'appellation signale aux yeux du lecteur une localisation affichée. Que recouvrent généralement ces appellations qui distinguent, dans les deux sens du terme, un plat ? Elles font référence à un lieu et ou un type de cuisine, une façon de faire. La référence à un lieu peut être ancienne comme pour la sauce allemande ou espagnole, la côtelette à la milanaise, les pommes de terre à la lyonnaise. Ce sont des métonymies dont le maître que
où l'amateur éclairé connaît la signification. Elles indiquent les ingrédients ou les façons de faire, cuisson, assaisonnement, spécifiques d'un lieu ou d'un territoire. La première mention à la provençale se trouve dans l'Escole parfaite des officiers de bouche de 1708 puis chez Massialo dans le Nouveau cuisinier royal et bourgeois, paru à Amsterdam en 1734 où elle accompagne une fricassée de poulet 29. On la relève 22 fois dans les dons de commu, et dans les soupers de la cour de Menon de 1755, on compte 19 références à la province méridionale. Au tournant du siècle, cette métonymie est presque aussi fréquente que celle renvoyant au Périgord 30. La sauce à la provençale est caractérisée par la présence de citron, d'ail, d'herbes fraîches et d'huile comme fond de cuisson non exclusif. Les recettes dont l'appellation fait référence à une région du Midi sont assez peu nombreuses chez Durand et se réclament autant du Languedoc que de la Provence. Il s'agit ici de faire savoir que les productions du Languedoc, l'ouvrage est publié à Nîmes où Durand avait son restaurant, valent bien celles de la Provence même si elles sont moins connues du reste de la France 31. Jeune poularde à la languedocienne, farce à la nîmoise, gigot de mouton à la nîmoise 32, beurre du Languedoc, manié avec des capres et des anchois, concurrence, les artichauts à la provençale, la bourride, la bouillabaisse à la marseillaise et la moutarde à la provençale qui n'est autre que l'aïoli, en tout seulement 10 renvois géographiques pour un total de 855 recettes. Toutes participent au commencement de la naissance de la cuisine régionale telle qu'elle va être connue en dehors du terroir natal, et dénotent les premiers pas de la normalisation de son image. L'exemple de la bouillabaisse, forme déjà très légèrement francisée du vocable provençal bouillabaisse repéré dès la fin du XVIIIe siècle, est intéressant. Cette recette qui a pour dénomination un mode de cuisson rapide avec la médiation par l'eau très chaude, elle bout et abaisse, propre aux pêcheurs qui l'utilisaient pour faire cuire les petits poissons impropres à la vente et dont le bouillon, autrement dit l'eau de cuisson, était versé sur d'épaisses tranches de pain, a donné lieu à de multiples variantes depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours, chaque ville proposant sa composition et chaque cuisinier sa version authentique. Durand ne faillit pas à cette vogue puisqu'il propose une bouillabaisse à la marseillaise suivie d'une recette à la nîmoise. Pour la première, il opte pour la morène, la rascasse, le loup, le merlan et la langouste placés en tranches dans la casserole avec du persil et de l'ail, du citron et une tomate, sel, poivre et safran, huile, vin blanc sec et bouillon de poisson. Il fait partir le tout à grand feu et lorsque le liquide est réduit aux 3/4, il le verse sur des tranches de pain du jour un peu épaisses. La seconde version diffère par le beurre et les poissons, rouget, anguille, sole, pageot, dorade et langouste. Durand lit avec un foie de baudroie pilé avec 3 jaunes d'œufs et délayé à l'huile. Le poisson est dressé sur un plat, recouvert de la sauce et décoré de croûtons. C'est sans aucun doute une recette de traiteur et non de pêcheur. En fait, l'originalité ou plutôt la typicité de la cuisine de Durand réside dans la présence de certains aliments et dans la prédilection pour certains assaisonnements. Par exemple, dans les hors-d'œuvre d'office se trouvent le melon, les figues, les artichauts crus, les anchois, le thon et les maquereaux marinés, les champignons confits, les olives farcies, tous produits locaux. La présence de tomates est patente, 4 occurrences, encore qu'elle ne soit pas aussi importante qu'elle est 50 ans plus tard. Il propose une purée aux tomates, et on retrouve le légume dans la bouillabaisse, 33. Les pâtes sont très présentes, dont le Grand Dossy écrivait qu'elles étaient entrées dans la cuisine française par la Provence. Durand donne 6 recettes de pâtes de gêne et 8 de vermicelle. Elles font partie du jardinage, autrement dit, les légumes 34. Le mouton est à l'honneur. Pas moins de 57 recettes, autant que pour le veau et ses abats ou les poissons. Et enfin, le goût acidulé donné par le citron, les oranges et la bigarade caractérisent les recettes locales à égalité avec les herbes aromatiques comme le persil, la ciboule et le laurier. Que conclure de la cuisine présentée par Charles Durand dans son livre ? Incontestablement d'abord, c'est celle d'un professionnel qui connaît tous les modes de cuisson, toutes les préparations de base, tous les fonds de cuisson et bien sûr tout le vocabulaire technique spécifique. Aux préparations bien connues déjà au siècle précédent, il ajoute des plats répondant aux goûts locaux par une saveur spécifique ou une préparation originale, mais finalement fort peu en comparaison avec l'ensemble des énoncés de son livre. D'ailleurs, aucun titre de recette n'est donné en langue vernaculaire, sur place, le français est la langue des élites cultivées, et les appellations de lieux jouent semble-t-il autant le rôle d'un moyen mnémotechnique que de localisation du contexte.
Quant aux pâtisseries cérémonielles qui relient un lieu particulier et une célébration, fêtes calendaires et rites de passage, et ne sont pas substituables les unes aux autres, elles sont absentes du réceptaire 35. Peut-être sont-elles encore trop proches des pratiques populaires. La cuisine méridionale, telle qu'elle est rapportée par Durand, se distingue des autres corpus culinaires rencontrés dans l'Hexagone essentiellement par l'utilisation de productions locales, en somme par les spécificités de son terroir mais ne répond qu'aux préférences d'une élite dont les goûts ont été influencés par les façons de faire parisiennes. Cette élite n'a pas encore besoin de proclamer son identité car elle vit dans le Midi, et se trouve très proche des lieux de production et de collecte ainsi que de ceux ou celles qui les utilisent. En outre, le contexte politique n'est pas encore à la revendication régionaliste. Le maître-queux ne contribue pas encore prioritairement à la codification d'une cuisine régionale, à partir d'un nombre d'aliments emblématiques et de goûts reconnus, au sens où cette dernière revendique plus tard sa spécificité à l'égard de l'extérieur et assure une connivence certaine entre les expatriés qui la consomment. Quand Durand évoque le Midi dans sa préface, c'est pour affirmer l'excellence de ses réalisations à lui, le traiteur de Nîmes, homme du Languedoc et de la Provence, face aux chefs et aux écrivains gastronomiques parisiens. La personne qui a dicté ou sélectionné les recettes contenues dans le petit cahier bleu, connaissait-elle le livre de Durand et s'en est-elle inspirée ? Diffusion, tradition et innovation. Comme nous l'avons dit plus haut, les recettes de cuisine contenues dans le petit cahier bleu mettent en œuvre des denrées produites par la Provence ou utilisées sur place depuis longtemps. Les apprêts sont spécifiques de la région et on relève des préparations qui sont devenues emblématiques comme la célébrissime bouillabaisse et d'autres moins connues comme le catigot. Si le cahier, comme le livre de Durand, est d'inspiration méridionale, est-il une revendication de la spécificité du pays et de ses hommes ? Un examen détaillé des énoncés devrait nous permettre à la fois de savoir si le livre de Durand était connu par l'inspiratrice du cahier, et si elle voulait en faire une manifestation identitaire. En comparant les recettes aux titres semblables donnés par le cuisinier et le cahier, on voit que le professionnel propose des façons de faire plus complexes, les énoncés sont plus longs et surtout le vocabulaire est plus technique, qu'il combine des bases de cuisson déjà préparées, les dégrécies, les veloutés, que ces cuissons sont plus difficiles, la broche, le mitonnage. Allons plus en détail. Si les appellations des recettes sont identiques, les ingrédients utilisés ne sont pas toujours les mêmes. Prenons l'exemple de la sauce allemande, numéro 83 chez Durand, et la sauce allemande, numéro 10, du cahier. La première utilise un fond de cuisson auquel on ajoute un velouté réduit, et la liaison finale se fait à l'aide de 3 jaunes d'œufs. La seconde est bien plus rapide car on délaie un roux blanc confectionné avec du beurre par un bouillon de poisson, et on lie avec 2 jaunes de 36. Plus généralement, Durand donne davantage de précision technique, le cahier est plus simple et plus pratique. Dans la recette de la mayonnaise, il indique comment ne pas la faire tomber. Pourtant, au-delà de ces détails, on constate un certain nombre de ressemblances entre les deux ouvrages en tenant compte du fait que bon nombre de préparations ne sont pas encore codifiées par les professionnels ni même fixées selon les utilisateurs. Ressemblance d'abord dans la succession des énoncés. Dans sa préface, le professionnel indique qu'il suivra l'ordre le plus simple, les potages, les sauces mères, les farces, les cuissons, les viandes, les gibiers, le poisson, la pâtisserie, la douceur et le jardinage. En réalité, il fait suivre le poisson par les mollusques, les crustacés, les escargots et les œufs. Le panorama des viandes, des volailles et du gibier est très complet. Aux recettes de bœuf, veau, mouton, cochon, succèdent celles de volaille mettant en œuvre le poulet et la dinde puis celles de gibier traitant les manières d'accommoder la perdrix, le faisan, la pintade, le paon, le canard, l'oie, l'outarde, la sarcelle, la macreuse, la caille, la bécasse, l'ortolan, le levreau, le lapin, le pigeon. Une table des matières indique à quel moment et à quelle place le mets doit être servi 37. En apparence, le cahier bleu suit un ordre semblable puisqu'il commence par une description des hors-d'œuvre d'office et de ceux de cuisine suivis par les potages et les sauces, mais il continue sur le mode de la présentation à table, soit les entrées et les hors-d'œuvre à base de veau et surtout de mouton. Il reprend avec la volaille, seul le poulet et la poularde sont utilisés, le bœuf, le gibier à plumes, sarcelle, macreuse, bécasse, bécassine, pluvier, vanneau et le poisson auquel il dédie 15 recettes, en particulier sardines, anguilles et soles, le porc, les farces, la pâtisserie, autrement dit les pâtés. Après les douceurs,
Gâteaux petits et grands, crème et fruits cuits, suivent les recettes de légumes et de macaronis. L'ordre de présentation n'est pas forcément calqué sur l'ouvrage du cuisinier, mais la ressemblance est le signe de l'appartenance à une même ère socioculturelle, où l'on partage les bonnes manières de table de l'époque dans une région où l'on connaît la catégorie de chaque préparation et sa place. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.